Alain Mabanckou, poète, écrivain. Dans ses dernières publications, Le commerce des allongés, récemment en train de sortir et que vous retrouverez tout à l'heure, cette préface de 3 romans incontournables de Frédéric Dard, dit San Antonio. Citerai-je encore Lumière de Pointe-Noire, Black Bazar, Verre cassé, Le sanglot de l'homme noir, un essai, le dictionnaire enjoué des cultures africaines avec Abdourahmane Waberi, prochainement un dictionnaire des Noirs de France. Voilà. Lilian Thuram, champion du monde de foot en toute décontraction, si j'ai bien compris la leçon. Fondateur d'une fondation qui porte son nom pour l'éducation contre le racisme et plutôt à destination des plus jeunes et très activement. Publication de Mes étoiles noires aussi il y a quelques années et plus récemment donc La pensée blanche chez Philippe Ray dont nous allons également parler. Alors, pour tout vous dire, le secret de pourquoi nous sommes là ce soir, moi, je lis l'un, j'écoute l'autre, et tous les deux se parlent dans ma tête, et je me suis dit, eh bien, tiens, je vais faire partager cette discussion entre Lilian Thuram et Alain Mabanckou, que moi, j'imagine, en les croisant comme ça dans ma tête, et vous les faire partager parce qu'ils nous ouvrent, à mon sens, des portes vers d'autres sources, d'autres imaginaires et d'autres façons de voir le monde et je voulais qu'on essaie ensemble de trouver ces pistes et d'ouvrir ces portes. Je vais commencer par l'actualité immédiate, si vous permettez, et par ce livre qui sort là, de ces 3 romans incontournables de Frédéric Dard, présenté par Alain Mabanckou. Alors, ce livre comprend 3 San Antonio, Alice au pays des merguez, Le casse de l'oncle Tom et Al Capote. Alors j'ai 2 questions à Alain. La première, c'est pourquoi San Antonio, pourquoi Frédéric Dard? Et la deuxième viendra après. Alors merci beaucoup, merci d'être venu nous écouter. C'était pour moi un honneur qu'on me demande de pouvoir présenter San Antonio. Donc Frédéric Dard, qui est connu quand même comme l'un des plus grands écrivains populaires de langue française avec les Siménon. Et San Antonio, c'est les romans policiers qui ont baigné mon enfance. Et moi, j'avais commencé à le lire parce que tout simplement, mon père avait ramené 3 titres. Ce sont les titres qui ont été cités là-bas. Et ces titres, il les avait pris à l'hôtel Victory Palace où il travaillait parce qu'un Français qui était en vacances pour les lire à la plage a fini de les lire. Au lieu de les ramener en Europe, il a laissé dans la chambre, puis dans son sac, il a pillé les masques congolais et puis il a ramené en Europe. Donc il y a dans San Antonio et moi une certaine attraction qui fait que il m'a aidé parce qu'il m'a appris à travestir la langue française. Il m'a appris le sens de toujours écrire avec délectation, rechercher l'humour, le calembour, la finesse du dialogue. Tout cela est à l'intérieur. Et puis, il m'a fait aimer le roman policier. Les romans policiers de San Antonio, vous vivez avec un inspecteur qui est comme vous. Il boit la bière dans le bar, il rigole avec vous, il parle de sa femme. Les descriptions, si vous lisez ces livres, vous allez voir que c'est le maître dans la description des personnages secondaires. Le gars qui tient le bar, la prostituée, un serial killer qui a été converti en prêtre. Donc il y a chez lui cette sorte de cocasserie qui m'a plu, et quand les éditions Fleuve Noir m'ont demandé de le faire, je l'ai fait parce que c'est toujours quelque chose de bien de présenter celui que vous avez regardé comme votre idole. C'était comme si on me demandait de présenter Jésus, sauf que je ne peux pas. Ouais. Alors, on ne va pas faire une soirée sur San Antonio, mais je voudrais juste, une autre fois, voilà, mais je voudrais juste qu'on s'arrête une petite minute sur le personnage de Jérémy Blanc, qui est ce balayeur sénégalais que San Antonio recrute
dans la police. Il devient inspecteur et d'ailleurs San Antonio se félicite de permettre à la police française d'augmenter un peu ses performances grâce à sa jugeote, si je puis dire. Qu'est-ce que vous inspire ce Jérémy Blanc, Alain ? Il m'inspire aussi une autre façon de parler de la police, une autre façon de parler de la manière de concevoir la question de peut-être même de la race, une façon un peu délicate, parce que San Antonio n'était pas quelqu'un à polémique. Parfois, on se disait que mais est-ce qu'il était investi dans le débat peut-être de société? Mais ici, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait des personnages qui, eux, représentaient les manques ou peut-être même les injustices que nous avions dans la société. Donc pour moi, Jérémy Blanc, c'est une façon non seulement de rire de la situation. Vous allez dire Jérémy Blanc, il est noir, oui. Il est inspecteur, donc même le nom, c'est du San Antonio pur, puisque je crois qu'ici, il y a un comédien, Michel Noir était blanc et Éric Blanc était noir, le comédien. Donc voilà, Michel Blanc, je crois, oui. le maire, Michel Noir, maire de Lyon. Michel Noir, il était blanc. Oui. Éric Blanc, arrive, ouais. Éric Blanc, le comédien noir, il était noir. Donc c'est le jeu que vous retrouvez même aux États-Unis, des gens qui s'appellent, il est noir mais il s'appelle White, et l'autre il est blanc mais il s'appelle Black. Donc il y a ce jeu que j'ai retrouvé, ce sont peut-être les regards américains de San Antonio. Parce que dans deux de ces romans-là, notamment Le casse de l'oncle Tom et Al Capote, ça se passe du côté des États-Unis. Vous voyez même le mot Al Capone, Al Capote. Voilà. Donc c'est un peu le sens de rééquilibrer la société dans ces... Voilà, il rééquilibre la société en mettant en scène des personnages dans des rôles inattendus. C'est comme si vous imaginez un président noir en France, même s'il y en avait un pendant quelques secondes, le temps de, je crois que c'est Monerville, ou je ne sais pas, hein, voilà, pendant le moment de changement de présidence. Donc, on imagine même presque dans les films comme c'est de Truffaut, où c'est les métiers secondaires dans lesquels exercent les gens. C'est comme je peux créer un spécialiste de la Grèce antique, mais il est noir. Alors que ça va vous étonner, alors que nous avons plus d'ethnologues et d'anthropologues africains qui sont blancs. Donc, c'est les anthropologues, la plupart qui ont fait l'anthropologie africaine, ils étaient des blancs, les Balandiers, par exemple. Merci, Alain. Lilian Thuram, est-ce que ce livre, La pensée blanche, aurait pour propos, comme San Antonio, de rééquilibrer un peu, de chercher à nous aider à rééquilibrer un peu la société et à la relire avec une autre façon de faire? Alors, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. J'ai toujours ma maman qui dit « Est-ce que tu as dit bonsoir ?» Donc, bonsoir. Voilà. Elle est toujours très près de moi. En fait, l'idée du livre, c'est qu'on puisse se questionner sur des identités que nous utilisons. Par exemple, j'ai découvert que j'étais noir à l'âge de 9 ans, parce que je suis né aux Antilles. Et aux Antilles, je m'appelais Lilian. Ma maman m'appelait Lico, ça reste entre nous. Et je deviens noir dans la région parisienne, dans cette classe de CM2, où il y a des enfants qui m'insultent de sale noir. Et donc, en fait, je ne comprends pas. Je rentre à la maison et je demande à ma maman pourquoi, en fait, ces enfants m'insultent de sale noir. Et elle me donne une réponse en me disant « C'est comme ça, les gens sont racistes, ça ne va pas changer ». Et donc, j'ai grandi, je me suis questionné à savoir pourquoi ces enfants avaient intériorisé l'idée qu'ils étaient blancs et qu'être blanc, c'était mieux qu'être noir. Et donc, j'ai fini par découvrir qu'effectivement, que chacun de nous, que nous le voulions ou non, nous sommes issus d'une histoire. Et cette histoire des identités liées à la couleur de la peau, il faut la relier avec l'histoire de la racialisation du monde, la hiérarchie entre les personnes selon les supposées couleurs de peau, et que ces supposées hiérarchies nous emmènent à reproduire des schémas de pensée et de fonctionnement. Et il faut qu'on puisse avoir conscience de cela. Parce que très souvent, nous sommes
des êtres de répétition, de conditionnement, et nous devons effectivement réfléchir à ces conditionnements, parce que dans les conditionnements que nous avons aujourd'hui, malheureusement, nous refaisons des hiérarchies selon la couleur de la peau, nous faisons des hiérarchies selon la sexualité, des hiérarchies selon le genre. Et l'idée du livre, c'est justement essayer de changer de point de vue et de dire, est-ce que vous vous rendez compte qu'effectivement, que le monde actuel s'est construit sur la racialisation du monde, sur non le contrat social, mais le contrat racial. Et dans ce contrat racial, on vous demande à jouer un rôle selon effectivement votre couleur de peau, que parfois ce rôle, vous ne vous rendez pas compte en fait. Alain est d'accord? Oui, je suis d'accord. Même ce qui est fort dans le livre, hein, c'est même balancé dès le bandeau, c'est que le blanc est une notion aussi qui a été inventée, comme on a inventé la notion de noir. Quand il dit on ne naît pas blanc, on le devient, parce que pour être blanc, il faut que quelqu'un vous ait qualifié de blanc. Parallèlement, là je pense à ce qu'avait dit Frantz Fanon, c'est que en général, le blanc avait désigné ce que voulait dire le noir, qui était le noir, et en retour, le noir a désigné qui a été le blanc. Quand vous allez en Afrique, la définition qu'on va vous donner du blanc va vous surprendre. C'est vrai qu'il y aura le côté un peu civilisation, le côté un peu aliéné dans la colonisation, mais tout ce que dans notre enfance, tout ce qui nous faisait peur, c'est de sortir de la nuit et croiser un esprit. Et quand on décrivait « j'ai vu le diable », il n'était pas noir. Il était toujours blanc. Hein. On dit c'était un blanc avec des cheveux longs. Donc il y a toujours une description que le diable, c'est celui qui est venu, en quelque sorte, vous imposer quelque chose et vous prendre tout. Et donc, dans ce livre, l'aspect fondamental, c'est de montrer comment cette pensée blanche, au fur et à mesure de l'évolution, s'est imposée comme une normalité. Et les autres pensées sont devenues des pensées périphériques, des pensées un peu à côté, insulaires, des îles de pensée qui n'ont pas d'importance tant que le centre, donc la pensée blanche, n'a pas donné le brevet ou le cachet pour dire, voilà, cette petite pensée noire, elle est bien parce qu'elle se rapproche de la pensée blanche. Et la peur, justement, aujourd'hui de la pensée blanche, c'est que les Blancs sont en train de se dire, mais il se développe de plus en plus une pensée qui est une pensée de bronze, c'est-à-dire de la croisée de plusieurs races, si on peut continuer à parler de races. Et ça, c'est peut-être la peur qui fait qu'aujourd'hui, on parle toujours des suprémacistes blancs. Lilian, tu es d'accord avec ça? Ouais. Je dirais que peut-être que ce qui est très nouveau pour les personnes blanches, c'est d'être catégorisé déjà. Parce que au début du livre, j'avais une discussion avec ma femme. Parfois, on n'est pas d'accord. Je dis, bon, je pense que les Blancs, ils ne savent pas qu'ils sont blancs. Il me dit, bah si, comment ils savent qu'ils sont blancs. Je dis, non, je ne crois pas. Et je prends mon téléphone, j'appelle un ami d'enfance. Je lui dis, Franck, dis-moi, je peux te poser une question? Il me dit, oui. Je dis, Franck, je suis noir? Il me dit, bah ouais. Je dis, si je suis noir, toi, t'es quoi? Il dit, bah je suis normal. En fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est la normalité. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la grande difficulté pour beaucoup de personnes blanches, c'est devoir réfléchir à savoir qu'est-ce que c'est être blanc. Et pour cela, il faut questionner l'histoire et comprendre qu'effectivement, c'est une construction, être blanc. Mais pourquoi on l'a construit qu'il y avait des blancs et des non-blancs? Effectivement, pour légitimer certaines violences. Et c'est pour cela que je dis qu'il faut prendre conscience que cette construction de l'identité blanche, à la base, est construite pour être une identité dominante. Et ça a été inscrit dans les lois. Par exemple, en France, il y a eu des lois pendant plus de 250 ans qui légitimaient à travers les lois la domination blanche. Il y a le code noir, le code de l'indigénat. Et il faut vraiment prendre conscience qu'effectivement, ces identités que nous utilisons ont une histoire et que l'idée, c'est que nous puissions grandir
pour pouvoir justement enlever ces masques identitaires de couleur de peau. Mais pour cela, il faut discuter sereinement, tranquillement. Et pour cela, il faut questionner le passé. Et lorsque vous avez été éduqué dans un sens, c'est extrêmement compliqué d'être confronté à un autre discours. Parce que c'est extrêmement déstabilisant. Voilà. Pour illustrer jusqu'où est allée cette façon de penser et cette imprégnation, j'ai envie de dire, de cette hiérarchisation, Lilian, vous avez souhaité qu'on projette une image qui est une peinture du 19e siècle d'un peintre italien qui s'appelle Modesto Brocos et dont brésilien, mais brésilien, je ne sais pas pourquoi j'ai dit italien, excusez-moi, je suis partie parce que c'était mes origines et que j'étais en train de remonter tous les arbres généalogiques de la planète. Donc c'est un peintre brésilien, Modesto Brocos. Le titre, c'est La rédemption de Cham, et ça a été peint en 1895. On va la voir. Normalement, elle devrait apparaître derrière moi, naturellement. Ça représente une famille. Alors, je voudrais vous rassurer, ça a marché. Ça marchait tout à l'heure. On l'a testé. C'est toujours ça comme ça. C'était merveilleux. Il faut aller jusqu'au Brésil, traverser la mer. Enfin, c'est compliqué. Ça ne veut pas marcher. Alors, que se passe-t-il? C'est le direct. Voilà. C'est les joies du direct. Alors, je crois que le projo a fondu, en fait. Bon. Alors, on va vous la faire. Il n'y a pas d'électricité. Power off. Alors, je vais en profiter pour en faire un peu de contexte, parce qu'on meuble pendant ce temps. Je vous explique. Donc, Modesto Brocos, qui est un peintre brésilien, je vous l'ai dit, en fait, il a un peu adopté des théories eugénistes au Brésil, dans une période où le Brésil s'était dit qu'il fallait absolument devenir blanc, ou en tout cas que c'était... voilà. Et donc, je vais laisser Lilian peut-être commenter cette image et nous expliquer pourquoi... En fait, j'aime beaucoup ce tableau parce que je crois que sur ce tableau, on peut comprendre en fait la puissance de la pensée blanche. Alors, sur ce tableau, il y a cette femme noire qui remercie le ciel. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, la femme qui est assise là, c'est sa fille. Et sa fille a épousé un blanc, et donc l'enfant est devenu blanc. Et donc, cette mère noire, en fait, cette grand-mère noire, remercie le Seigneur. Parce que enfin, sa petite fille ou son petit garçon est devenu blanc. L'idée, c'est que la perfection est blanche. Mais, vous savez, je pourrais vous parler de ma maman. Cette dame noire-là pourrait être ma maman. C'est-à-dire que ma maman, lorsqu'elle était plus jeune, aux Antilles, on lui disait qu'il était préférable de se marier avec quelqu'un qui aurait la peau plus claire pour avoir un enfant qui aurait la peau chapée, la peau échappée du noir, la peau moins noire. Et on pourrait effectivement parler de tout ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que dernièrement, c'est pas que là. J'ai été au Congo, par exemple, Kinshasa. En fait, il y a beaucoup de personnes, hommes ou femmes, qui s'éclaircissent la peau. Parce que dans l'imaginaire collectif, être plus clair, c'est mieux. Et beaucoup de femmes, effectivement, s'éclaircissent la peau parce qu'il y a beaucoup d'hommes noirs qui préfèrent les femmes qui ont la peau plus claire. Et moi, je suis des Antilles. Vous savez, il y a les rappeurs, même les gens qui font de la musique traditionnelle. Lorsqu'elles valorisent une femme, ce sera la femme chabine. Et donc, c'est pour cela que je dis que c'est très intéressant de se questionner sur l'héritage, en fait, de cette racialisation et de cette hiérarchie. Parce que je reste persuadé que les personnes qui potentiellement pourraient subir le racisme pourraient développer une mauvaise estime d'eux-mêmes. Et si vous développez une mauvaise estime de vous-même, vous n'êtes pas totalement. Et moi, je reste persuadé que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant, c'est que cet enfant puisse développer une bonne estime d'elle-même, parce qu'à partir de ce moment-là, elle peut être elle-même et surtout, il n'y a pas de limite. Donc vraiment, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de très ancien. C'est-à-dire que
quand vous êtes une personne noire, il faut savoir aussi que pour être accepté par le pouvoir, en fait, ça veut dire que quelquefois, parfois, on va vous demander de vous assimiler ou on va vous demander de masquer qui vous êtes vraiment. Donc, voilà. Alain ? Je pense aussi que l'image est plus que saisissante. Elle me rappelle un passage toujours de Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon, dans lequel il y avait une poétesse ou une écrivaine martiniquaise, Mayotte Capétia ou Mayotte de Capétia, à l'intérieur, qui, elle, justement, s'activait plutôt à gommer ce qui pourrait rappeler sa négritude. Parce que cette pensée blanche-là est devenue la pensée peut-être la plus dominante. Mais il faut aussi, dans la même mesure, comprendre qu'une pensée pour dominer s'appuie sur les facteurs de puissance économique. C'est-à-dire que la pensée, ça c'est presque la règle fondamentale de la philosophie marxiste-léniniste, donc le matérialisme historique. C'est-à-dire que la couleur de la pensée d'une société dépend de la structure économique que vous avez. Et eux, ils sont dans une structure où, pendant l'esclavage, voilà, la culture de la plantation, le blanc a tout. Donc, on voit la puissance du blanc. Il a les armes à feu, il a l'armée, il a les écoles, il amène des choses extraordinaires qui vous font oublier qu'il y a des choses parmi celles-là qui sont inutiles dans la vie et vous commencez à détester pratiquement ce qui est de vous. Ça ira dans le sens où, s'il y a une école pour apprendre le créole et là pour apprendre le français, la famille créole va dire « j'ai pas fait un enfant pour aller apprendre le créole, il faut qu'il aille apprendre le français ». On a connu ça chez nous aussi, au Congo-Brazzaville, où quand vous vous comportez mal, on vous dit « il faut quand même essayer d'être comme un blanc ». Hein? Alors que quand j'arrive ici, je trouve que ce n'est pas tout le monde qui se comporte comme se seraient comportés les fameux blancs. Donc c'est une construction plutôt économique. Plus vous êtes fort économiquement, moins la pensée devient tributaire de la pensée blanche. C'est ce qui se passe même dans le monde, par exemple, afro-américain, dès qu'ils ont pris un domaine dans lequel, économiquement, ils sont autonomes et peuvent se passer de ce que l'Occident et autres a fait. Alors, vous voyez l'Occident arriver en rampant, en disant on va signer un cessez-le-feu, on va travailler ensemble, parce que la capitulation ne peut provenir que de la mobilisation économique que nous avons. Alain, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le sanglot de l'homme noir ». C'est un essai. Et je voudrais que vous redisiez ici quel était votre propos à ce moment-là. Je pense que le propos de ce livre, « Le sanglot de l'homme noir », est un peu aussi va dans le sens de Liliane, qui dit qu'on a appris aux gens de cultiver l'absence de leur estime. C'est-à-dire que le sanglot de l'homme noir, c'est cette tentation que nous avons, nous autres Africains, en pensant que nous ne pouvons pas faire ceci parce que nous avons subi cela, parce que le blanc a fait ceci, parce que j'ai été dans l'esclavage, parce que de toute façon, avec ma couleur, je ne serai jamais président, je ne serai jamais préfet, je ne dirigerai jamais la banque, je ne serai jamais chef d'entreprise quelque part, comme Charlie Nefa qui est dans la salle ici. Donc, c'est se mettre des barrières par rapport à cette peau. Et le plus souvent, ceux qui réussissent à passer ces barrières, c'est un peu comme des gens qui travaillent et qui ne savaient pas que c'était une barrière. Et à la fin, quand ils ont réussi, on va dire, c'est normal, il a pactisé avec les Blancs. Il est avec les francs-maçons. En plus, son cousin connaît un juif qui a une banque qui lui donne des crédits. Donc, un noir qui a une puissance ou qui a une richesse, on cherche toujours à vouloir qu'on vous l'explique. Comment se fait-il que toi, en tant que noir, tu fais ça ?
On vous l'a dit, excusez-moi, messieurs, mais on vous l'a dit, ça? Comment ça se fait que tu es champion du monde? Comment ça se fait que tu es personnellement, tout le temps, j'ai eu quand on me disait pas que mais c'est normal, c'est un petit bourgeois qui se repose sur les plages de Santa Monica, il connaît pas la valeur des choses, il est tranquille, voilà, il vient en France, il paye pas les impôts. Il y avait un qui avait dit ça. Et un jour, pris un peu de colère, je me suis dit, je vais quand même répondre, parce que cet argument de on vient voler l'argent, on n'a pas payé les impôts, moi j'ai trouvé son adresse, je lui ai envoyé les impôts que je paye en France pour les taxes immobilières ici, et je lui ai donné la liste, parce que c'était un blanc, des blancs qui louaient mes appartements, moi qui louais. J'ai dit, voilà, ça c'est des blancs qui louent, ce n'est pas des noirs qui sont dedans, voilà les impôts, j'attends avec impatience votre fiche d'impôt. Après, il ne m'a plus écrit. Ça avait disparu. Quand on ne sait pas, parce que tout simplement, il était en train de gratter, de voir, et il a dit, ouais, vous travaillez, vous êtes franc-maçon, vous êtes ceci, vous êtes cela, voilà. Quand ce n'est pas votre agent, c'est une blanche, donc facilement, vous avez tous les contrats, etc., etc. Ce qui est faux, parce que, voilà, je connais des grands agents qui sont asiatiques, indiens, métissés, noirs. C'est la compétence. Si vous avez quelque chose dont vous avez la maîtrise et le pouvoir, les gens ne peuvent que s'incliner. Et cette maîtrise et ce pouvoir, c'est la fabrication intellectuelle. Le raciste, c'est quelqu'un qui ne tient pas 5 secondes de discussion avec celui qui a lu La pensée blanche de Liliane Thuram. Ça ne dure pas. Il va fuir. Parce qu'il y a des références ici, il va trembler. Hein. Lilian, une réaction? Alors, moi, je dirais que le raciste ne lirait pas mon livre. En cachette, quand même. Hein. Non, parce que je pense qu'il veut rester dans ses propres préjugés et il ne veut pas qu'on le déstabilise. Moi, je reste persuadé qu'effectivement, Alain a raison, c'est toute une question d'éducation et comment vous vous percevez. Et voilà pourquoi le racisme, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Et voilà pourquoi il est important de maîtriser le discours que certaines personnes vont recevoir. Et le discours aujourd'hui sur les personnes noires, ce sont des discours pas toujours... c'est pas des discours bienveillants. Et donc, il faut changer la narration. Et même lorsqu'on parle, par exemple, de l'esclavage, parce que très souvent, on essaie d'expliquer aux gens que ce serait un affrontement entre personnes de couleurs différentes. Mais non, c'est un système économique. C'est comme la colonisation, ce sont des systèmes économiques. Mais comme tout système économique, le système économique construit un discours pour légitimer sa violence. Donc, en fait, il faut que les enfants, en tout cas, qui pourraient subir le racisme, on puisse les vacciner déjà contre le racisme. Et moi, en fait, en écrivant ce livre, j'écris ce livre aussi pour le petit garçon que j'étais, parce que j'aurais voulu que ma mère m'explique tout ça, et j'aurais grandi différemment. Et moi, j'ai éduqué mes enfants dans un sens où, effectivement, lorsqu'ils subissent des propos racistes ou des comportements racistes, ils n'ont aucun doute que c'est l'autre qui a un problème. Mais analyser le racisme, c'est aussi voir le racisme et le racisme structurel de nos sociétés. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnes, même qui ont des capacités, une bonne volonté, qui vont être détruites par la violence du racisme. Parce qu'encore une fois, lorsque vous êtes confronté très souvent au racisme, c'est vraiment difficile. Moi, je dis que dans nos sociétés, il faut accepter la réalité. Qu'être un homme noir, c'est compliqué. Être une femme noire, c'est très compliqué. Très compliqué. C'est-à-dire, moi, j'ai conscience de cela. Et donc, il faut donner des armes à ces personnes pour qu'ils puissent s'en sortir. Parce que si vous ne donnez pas des armes, en fait, ils auront peut-être tendance, effectivement, à se nier pour pouvoir... parce qu'en fait, il y a celui qui a, et peu importe la couleur, hein. C'est-à-dire que tout le monde veut arriver près des gens qui sont au pouvoir, pour avoir parfois même les miettes. Et pour avoir les miettes, vous êtes en capacité parfois de vous nier. Et donc, moi, je reste persuadé que l'éducation que nous devrions avoir,
c'est donner à chacune de nous, des armes pour qu'elle puisse développer vraiment ce qu'elle est au plus profond et expliquer qu'être noir, ça ne doit pas être quelque chose qui va mettre en difficulté votre avenir. Mais malheureusement, c'est encore le cas. Moi, personnellement, j'ai fait de mon histoire, de mon héritage, une force. Parce que je crois que c'est une force, vraiment. Quand on comprend son histoire, qu'on comprend les luttes pour l'égalité, vous êtes justement dans cette continuité. Et vous savez que il y a une autre façon de raconter l'histoire. Et peut-être que votre façon de voir l'histoire a permis aux sociétés de s'améliorer dans le fait qu'on respecte un peu plus l'humain qui est entre vous. Parce qu'en fait, généralement, les personnes noires sont du côté, je dirais, où en fait c'est très compliqué. C'est comme les femmes en fait. C'est-à-dire la lutte des femmes permet à la société de s'améliorer. Et je pense que la lutte contre le racisme permet à la société de s'améliorer. Voilà. Alain Mabanckou, vous êtes un écrivain de langue française. Officiellement, oui. C'est un choix, c'est une philosophie. Comment, après tout ce qu'on vient de dire, en fait, comment vous fabriquez votre langue? Comment vous vous dites moi, j'ai été à l'école française et j'ai adopté cette langue et pas une autre. Comment on choisit sa langue? Disons que... En étant congolais. Disons que moi, je n'ai pas une conception presque frontale des choses. C'est-à-dire que je ne me lève pas le matin en me disant, voilà tout ce qu'on m'a fait, voilà, l'histoire a fait ceci. Je cherche plutôt des moyens de relire ce passé pour qu'il soit plus compris, surtout par les jeunes, qu'ils soient noirs, blancs ou quoi là, et qu'ils se disent que peut-être aussi l'ignorance de cette époque-là, où on n'enseignait pas les cultures africaines, aura causé ce que nous subissons aujourd'hui. Donc pour moi, la langue française, j'ai toujours dit que je n'ai jamais eu de problème avec elle, parce que, bon, apparemment, c'est elle qui a des problèmes avec moi. Donc moi, j'essaye de travailler. Quand j'écris en langue française, je sais que je suis en train d'écrire en français. Mais ce que le lecteur ne verra pas, c'est les batailles intérieures des langues africaines qui se sont chamaillées pendant longtemps pour donner la version possible en langue française de ce que j'ai ressenti au fond de moi. C'est-à-dire que vous lisez ma phrase, il y a un accent monokutuba, il y a une intonation bembe, il y a peut-être quelque chose un peu des voisins Lari à côté. Et donc ça fait que quand le Congolais lit mon livre, il oublie à un moment donné qu'il est en train de lire en français. Il pense que j'ai écrit en lingala ou en monokutuba, et puis il se rend compte que c'est le français. Quel que soit l'habit que vous allez porter, le corps à l'intérieur restera le même. Bon, vous pouvez les travailler avec un peu de sport, hein, c'est tout à fait normal. Et donc, la langue française, je l'ai toujours considérée comme une langue que j'avais ramassée dans la rue, puisqu'on parlait le français au Congo, dans la rue, dans l'administration, c'est la langue officielle. Et par la suite, quand j'ai compris que je pouvais exprimer la création à l'intérieur, je l'ai exprimé en français parce qu'on ne devient écrivain ou créateur que dans la langue qui vous a permis d'entrer dans la création. Si j'avais commencé à lire en espagnol, j'écrirais en... Donc c'est la même chose. On apprend en français, on écrit, et par la suite, on découvre d'autres langues. À défaut d'écrire dans toutes les langues, on essaye au moins d'aller voir ce qu'il y a là-bas et si ça peut servir dans votre création. Vous avez tous les deux eu une autre façon, effectivement, de nous ouvrir sur l'histoire et de l'éclairer, etc. Lilian, vous avez écrit, il y a quelque temps déjà, Mes étoiles noires. C'était quoi le propos de ce livre et voilà, de cette exploration, en fait? En fait, pour moi, c'est toujours essayer de questionner nos imaginaires. Là aussi, c'est une expérience que j'avais eue lorsque j'étais enfant, en classe d'histoire. C'était la première fois où on avait parlé de l'esclavage. Et tout d'un coup, tous les élèves de ma classe étaient retournés vers moi. Et en fait, je ne comprenais pas, en fait. Et là, tout d'un coup, je me dis, ok, esclavage, noir,
Mais avant, il y avait quoi? Et je me suis dit que peut-être que pour combattre, lutter contre le racisme, en fait, il faut changer nos imaginaires. Parce que chacun de nous ici, nous sommes le résultat d'histoires qu'on nous a racontées. Et donc, peut-être qu'il faudrait raconter des histoires où est-ce qu'il y a des personnes de toutes couleurs, et ça nous permet de changer notre façon de percevoir la société et de nous percevoir. Et à chaque fois que j'écris un livre, j'essaie de rappeler que, encore une fois, on ne se pose pas la question à savoir pourquoi je pense ce que je pense, pourquoi je dis ce que je dis. Et c'est lié à des histoires qu'on nous a racontées. Donc pourquoi ne pas raconter d'histoires d'hommes noirs, de femmes noires, à travers l'histoire, et où on va peut-être s'identifier à ces personnes-là. D'ailleurs, vous savez, ce qui est très intéressant, et que j'ai remarqué, hein, j'ai 51 ans, autant lorsque vous êtes un enfant noir, vous arrivez très facilement à vous identifier à un super-héros noir, à un super-héros blanc, ou une femme blanche, parce que vous regardez la télé, vous lisez des livres. Et en fait, c'est très difficilement les personnes blanches arrivent à s'identifier à des personnes noires, mais parce qu'en fait, ils n'ont pas l'habitude. Et donc voilà pourquoi je pense que depuis tout petit, on devrait avoir des étoiles de toutes les couleurs. Donc dans Mes étoiles noires, je précise, on croise des princesses africaines, des pharaons nubiens, des écrivains ou des personnages. Voilà. Je tiens à dire quand même que ma première étoile, c'est ma maman. Hein, elle n'est pas dans le livre. Mais elle est toujours là, en fait, quelque part. Elle est toujours là. Alors, c'est un livre qui redonne de la fierté à quiconque le lit, en tout cas qui permet aussi de se faire une idée sur ce qu'il appelle les modèles. Hein, parce que ce qui parfois décourage beaucoup de jeunes africains, c'est de se dire qu'ils n'ont pas de modèles. Ils ne pensent pas simplement, mais peut-être que ces modèles n'ont jamais été mis en valeur. Et donc, Mes étoiles noires peuvent faire partie, ce livre peut faire partie de ces ouvrages qui essayent de rendre justice à ces êtres qui ont eu une importance non seulement pour les gens de la même couleur, mais pour l'humanité historique. Le fait est que l'histoire se raconte désormais dans sa globalité, parce que même si on insiste sur le fait que tout ce que nous faisons, c'est pour remonter à la source les cultures noires et autres, mais il ne faut pas que ça débouche de l'autre côté par une sorte de ce qu'on appelle souvent de temps en temps maintenant un certain racisme anti-blanc ou quelque chose dans ce genre, parce qu'on peut toujours se dire j'ai envie de me venger parce que voilà ce qui a été fait avant. La tentation a toujours été comme ça, où vous voyez un esclave qui a été affranchi ou libéré, et quand il arrive au pouvoir, il risque de reproduire le mécanisme de l'esclavage qu'il a pris chez les maîtres pour les installer. C'est ce qui s'est passé lors de la création de l'État africain qu'on appelle le Libéria. Le Libéria est une création de toutes pièces des amis des Noirs et des philanthropes de cette époque-là qui avaient décidé que on va aller en Afrique, trouver un espace dans lequel tous les Noirs pouvaient revenir dans la terre-mère, les affranchis et autres. Mais quand ils sont arrivés sur place au Libéria, il y avait déjà quand même des autochtones sur place. Donc les Noirs et les autres qu'on a commencé à appeler les Américano-Libériens. Oui. Et on a vu que ces affranchis, ces anciens esclaves, ont pris toutes les possessions, ils ont interdit le droit au vote, ils ont rétabli pratiquement le travail forcé et ils ont pris le pouvoir pendant longtemps. Et cette dérive, aujourd'hui, a fait que l'histoire du Rwanda de Libéria a été déchirée jusqu'à présent à cause simplement de cela. C'est l'exemple type des anciens dominés qui deviennent dominants et même parfois plus dominants encore que ne l'était leur maître. Mais l'exemple du Libéria, c'est un exemple intéressant parce qu'encore une fois, ça reproduit la hiérarchie selon la couleur de la peau. C'est ça en fait que ça reproduit. Ça veut dire que les métis, d'accord, en fait, on peut mettre en
en esclavage les plus noirs. Mais historiquement, que ce soit aux États-Unis, mais en fait, il n'y a pas de vengeance. Ce sont les personnes qui étaient au pouvoir qui ne veulent pas donner la liberté parce qu'ils se disent il y aura vengeance. Et c'est une façon de faire perdurer en fait la violence. Et aujourd'hui, par exemple en France, parfois, on a cette impression qu'on ne peut pas re-questionner l'histoire parce que si on re-questionne l'histoire, on se met en danger. Alors que, en fait, lorsqu'on re-questionne l'histoire, lorsqu'il y a plus d'égalité, ben, c'est mieux pour tout le monde. D'ailleurs, ce qui est très intéressant lorsqu'on analyse la société américaine, le Ku Klux Klan intervient quand il y a plus d'égalité entre noirs et blancs. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que voilà, ceux qui sont au pouvoir ont toujours tendance à construire des discours pour légitimer leur violence. Ben, les femmes ont subi la même chose, c'est-à-dire que on ne pouvait pas donner le droit de vote aux femmes parce que de toute façon, elles vont voter comme leur mari, ils ne vont pas savoir comment faire. Vous voyez, dans les débats pour l'abolition de l'esclavage, on ne va pas les libérer parce qu'ils ne vont pas savoir quoi faire de leur liberté. Et donc, je pense qu'il faut vraiment savoir que historiquement, en fait, ça se passe bien. Ça se passe très, très bien. Et d'ailleurs, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Alors, Alain, vous avez une autre façon de nous faire feuilleter autrement les cultures africaines, c'est d'avoir écrit ce dictionnaire enjoué des cultures africaines avec Abdourahmane Waberi. En fait, ce n'est pas vos étoiles noires, c'est une autre. Après le sanglot de l'homme noir, on est passé au dictionnaire enjoué. Donc, je me suis dit, est-ce que ça va mieux ? Mais quel était l'objet, justement, de ce dictionnaire ? Mais disons que les dictionnaires enjoués des cultures africaines, c'était pour nous une façon aussi de se promener un peu sur des éléments culturels qui ont une connotation africaine, qui proviennent de l'Afrique ou qui incarnent peut-être l'Afrique. Et on peut à la fois trouver, je ne sais pas, le gombo, cola, de la cuisine africaine, le wax, le pan wax, des expressions enjaillées ou tout ce qui se trouve, tout ce qui fait peut-être la ferveur de ces cultures. Et on peut trouver la description de châteaux rouges ici, des châteaux d'eau. On peut découvrir toutes sortes de tribulations qui se passent généralement dans le milieu africain. C'était pour Waberi et moi un livre aussi qui venait me montrer la richesse, même l'apport vraiment du continent africain dans les cultures mondiales. Évidemment, c'est un livre subjectif, ça n'englobe pas tout. C'est pour cela que c'est un travail qui continue et qu'en octobre, nous sortons cette fois-ci le dictionnaire de la France noire avec Waberi toujours et Pascal Blanchard. Et là, justement, on va retrouver beaucoup d'étoiles, comme les étoiles chez Liliane Thuram. On va retrouver beaucoup d'éléments. Quand vous avez eu les Georges Ngarane, quoi, qui sont devenus préfets noirs, vous avez cru que c'est le premier préfet noir africain, mais ça existait déjà depuis les années 50. On vous les sort, on vous les met, on explique la place des femmes, on explique la place des personnages de noirs qui ont fait vraiment la France. Et ça ne va pas seulement du continent africain, puisqu'on balaie aussi du côté de l'océan Indien, de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, sauf les États-Unis ou les Noirs américains, dans la mesure où je pense que ça ferait l'objet d'un autre travail. Mais quand ces Noirs américains sont venus s'installer en France, alors ils sont dans ce dictionnaire-là, comme les Joséphine Baker, les Sidney Bechet, les Langston Hughes, les écrivains, les Miles Davis avec les Juliette Gréco, etc., etc. Alors, en vous lisant, en fait, on croise un peu des personnages parfois identiques, hein, que vous partagez, justement. J'ai noté Baldwin, Frantz Fanon, Cheikh Anta Diop, Achille Mbembe, Senghor, Omar Sy et Mbappé, Mandela, les sœurs Narda, les Césaire ou Senghor, bien sûr. Et justement, enfin, je voulais qu'on s'arrête un petit peu sur Frantz Fanon, parce que peut-être, enfin, je ne sais pas si cette phrase va résumer un peu ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. On me dirait ce que vous en pensez.
Un homme libre n'est pas déterminé par son héritage. Voilà, je ne suis pas esclave de l'esclavage. Le véritable saut consiste à introduire l'invention dans l'existence. Oui, mais je pense que ça résume vraiment, ça résume la quintessence de Peau Noire Max Blanc. Je ne suis pas esclave de l'esclavage. C'est-à-dire qu'en dehors du fait que le passé doit être étudié, doit être repensé, mais il y a une sorte d'existentialisme noir qu'il faudrait créer. L'existentialisme étant ce courant dans lequel on a retrouvé les Sartre qui pensaient que nous sommes ce que nous voulons être, c'est-à-dire que la détermination ou l'existence de l'être humain dépend des actes qu'il va poser. Ce qui est vrai, parce que lorsque vous regardez sans cesse, vous ne regardez que l'histoire, vous risquerez de tomber dans le trou béant du présent. Donc il faut avoir un œil dans le rétroviseur, mais l'autre qui regarde quand même ce qui se passe dans le passé, dans le présent, parce qu'il y a parfois un retour des choses du présent qu'il faut aller rechercher du côté du passé. Donc je suis... cette phrase-là m'a toujours... Cette partie du livre m'a toujours saisi, et peut-être c'est ça qui a fait que beaucoup d'écrivains africains de la négritude ont détesté au départ Frantz Fanon, parce qu'il faisait une analyse vraiment psychanalytique de l'homme noir ou de la femme noire. Il montrait, même à l'intérieur du même livre, en disant que, et c'est même fort quand il disait que le rêve de ces noirs, c'était d'être des blancs. Mais Lilian Thuram, est-ce que justement la pensée blanche ne nous dirait pas que justement nous sommes esclaves de l'histoire et de la racialisation dont vous avez parlé tout à l'heure? Est-ce qu'on est vraiment libre au sens de Fanon aujourd'hui? La pensée blanche nous dit plutôt le contraire, non? Tout d'abord, nous sommes, que l'on veuille ou non, le fruit d'une histoire. Comme je vous ai dit, les enfants ne se regardent pas à travers des identités liées à la couleur de la peau. La première fois où j'ai dit à mon fils que tu étais... Je lui ai posé la question en lui disant « Mais mon chéri, est-ce que tu es le seul petit garçon noir de ta classe ?» Il m'a répondu « Mais papa, je ne suis pas noir. » Et donc moi, je me suis dit, le mec, il a des problèmes, il n'assume pas sa couleur. Il me dit, ben, papa, je suis marron. Et je lui dis, ah bon, et les autres de ta classe, ils sont de quelle couleur? Ils sont roses. Mais en grandissant, en fait, il vit dans une société qui reproduit ses identités. Donc, il intègre ses identités. Donc, effectivement, nous héritons d'un monde, qu'on le veuille ou non. Et lorsque Frantz Fanon, dit ces mots, mais c'est parce qu'on a réduit l'histoire des populations noires à l'esclavage. Et donc, voilà pourquoi il faut effectivement redéfinir en fait nos connaissances, nos imaginaires, réapprendre à connaître l'histoire avec un grand H. Et aujourd'hui, c'est tout le débat des jeunes générations. Pour être soi, il faut avoir, je dirais, un discours qui vous nourrit. Mais la réalité, c'est que moi-même, lorsque j'étais enfant, l'histoire des populations noires, ça a commencé quand? Avec l'esclavage. Et donc, vous voyez la violence. Comment ça peut m'orienter? Comment ça peut orienter les autres enfants de cette classe qui me regardaient en disant oui, c'est un ancien esclave, lui, ah bon? Ok, non, mais ça met en place des façons de penser le monde. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, moi, en tout cas, c'est très personnel sur être libre en dépassant ses héritages. Moi, je pense qu'on ne peut pas être totalement libre. On est toujours dans un contexte. Moi, ma façon de percevoir les choses, c'est respecter l'héritage que j'ai reçu. Respecter l'héritage, comprendre l'héritage, pour montrer comment cet héritage-là peut me rendre plus fort. Cet héritage-là doit me permettre d'avoir conscience dans quel monde je vis et de faire en sorte de ne pas oublier les problèmes du monde. Parce que, effectivement, lorsqu'on parle de l'héritage de la racialisation du monde, vu mon parcours de vie, je pourrais peut-être oublier aujourd'hui que je suis perçu comme noir. Je pourrais oublier
la réalité des difficultés que certains ont d'être noirs dans la société. Parce que champion du monde, parce que champion du monde, parce que reconnu, ouais. Parce que lorsqu'on vous reconnaît, vous n'êtes plus noir, parce que vous êtes l'inenturable. Et donc, je pense que c'est important de ne pas nier en fait qu'aujourd'hui, malheureusement, le racisme existe et que nous devons faire en sorte de travailler. Voilà. Alain, est-ce que cette façon de regarder cet héritage, c'est par la littérature qu'on le met à plat, alors faute de résoudre les problèmes, et qu'au moins on le feuillette avec la littérature, avec une façon de le retravailler comme ça? C'est dans tous les domaines. Je pense que c'est dans tous les domaines de l'art, de la technologie, etc. Parce que dans la réflexion qu'on pourrait faire de l'héritage, c'est que cet héritage n'est pas entièrement répertorié. C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand quelqu'un est mort, on fait d'abord l'état des lieux, on voit qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il a laissé, il y a quoi, bon, l'héritage, les dettes, les crédits, les voitures, les maisons, les piscines, les tout. Bon, en l'occurrence, notre héritage serait... Voilà, notre héritage, chaque fois qu'on essaie de dresser le bilan de l'héritage, eh bien, la pensée la plus dominante dit non, 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 c'est des révisionnistes, c'est des africanistes, c'est des militants, c'est des gens qui veulent faire un africanisme grégaire. C'est-à-dire que opérer aujourd'hui l'inventaire de l'héritage ou bien des atrocités ou de ce qui s'est passé dans le passé, le faire aux yeux de beaucoup de gens de l'extrême, ils vont se dire, voilà, c'est un homme dangereux, c'est une femme dangereuse, il est en train de presque troubler l'ordre public. Alors même que ce sont les mêmes, quand il y a un génocide au Rwanda, ils vont le dépecer à toutes les manières pour dire, voilà, regardez comment ils ont dans leur gène le côté atroce. Et ça, en plus, ils font avec des machettes, donc comme si il y avait une manière plus propre de faire un génocide. Donc ils viennent expliquer que chez les Africains, il y a comme un certain atavisme de l'atrocité. C'est-à-dire que chaque fois que les Africains se battent, pour maquiller la présence de l'influence de l'Occident derrière ces bagarres, on dit que c'est une guerre ethnique. Au départ, quand le Rwandais, le génocide s'est passé, on nous l'a présenté comme ça. Ah, les Hutus et les Tutsis s'entretuent pour une question de pouvoir. Et on a commencé à gratter doucement, on a commencé à voir l'histoire du Rwanda, comment ça s'est passé. On dit, mais dis donc, les Rwandais, ils étaient bien avant. Ils avaient un roi, non? Oui, voilà. Donc, qu'est-ce qu'un Tutsi, c'était quoi? C'est ceux qui s'occupaient de l'élevage, les Hutus faisaient l'agriculture. Donc, ce n'était pas des ethnies, c'était une division socio-professionnelle. Oui. Mais l'Européen, en l'occurrence le Belge, qui est venu mettre la carte d'identité au Rwanda, dans laquelle on dit, on voit comme ça, si tu es très, très, très noir comme Liliane et moi, comme ça, nous sommes des Hutus. Si tu es fin avec des traits un peu, tu es Tutsi. Donc, de l'autre côté. Mais sachant que chaque fois que le colonisateur arrive pour coloniser, il ne pactise pas avec la majorité. Il pactise avec la minorité. Parce que c'est plus facile de dire aux minoritaires, attention, la majorité là va vous dissoudre, vous n'allez plus exister. Donc vous avez intérêt à être avec nous. Donc les Belges se sont entourés des Tutsis. Et au moment où les Tutsis ont compris les jeux et voulaient, aux alentours des années 50, se départir, à ce moment-là, les Belges ont commencé à aller voir du côté de la majorité autour de leur dire, vous savez, les minoritaires, là, ça fait des millénaires qu'ils vous écrasent, hein, alors que vous êtes plus nombreux, c'est à vous. Et tout l'Occident, pratiquement, a aidé les Hutus. On sait que les Mitterrand, tous les machettes qui ont été achetées, c'était quand le président Sarkozy était ministre du budget. Les pièces sont là, claires. Donc, la France a sponsorisé le génocide au Rwanda. Et si vous le dites, on dit, non, oui, mais les preuves sont là, on va aller où? Il y a eu des révélations qui ont été faites ces dernières années. Voilà, à ce sujet, donc, on a commencé à documenter ça. Voilà, on commence à documenter. Donc cet inventaire-là,
ce n'est pas vraiment pour aller faire du mal ou quoi, c'est au moins pour dire aux générations futures, ne faites pas les atrocités que les autres ont fait. Bien entendu, les Africains ne sont pas non plus, excusez-moi l'expression, blancs. Ils ont quelque chose, ils ont aussi une part, parce que c'est pas parce que quelqu'un d'autre vient me faire ça que je continue. Donc ça a arrangé. Il y a les complicités, il y a aussi le jeu qui rentre à l'intérieur, il y a les pays frontaliers, il y a les brigands qui viennent profiter. Donc le génocide du Rwanda, c'était à la fois une affaire aussi économique et de puissance géopolitique. Les Américains qui tournaient à côté, les Français qui voulaient dire, bon, on va sauver ceci, cela. Donc, c'est cet héritage-là qu'il faut mettre à nu. Lilian, c'est ce qu'on apprend à l'école avec la Fondation Thuram, quand Lilian passe par là? Non, mais moi, je pense que lorsqu'on parle d'héritage, il faut qu'on puisse se mettre d'accord sur l'héritage commun. Et l'héritage commun, c'est avant tout que nous sommes des êtres humains avant tout. Oui, alors moi, ça me semblait pessimiste, justement, parce que par rapport à ce que disait Alain, je me dis finalement, on est tous des humains comme les autres, noirs, blancs, américains, français, hutus, tutsis. À la fin, on finit souvent par se battre les uns contre les autres. En fait. Ouais, mais très souvent, on se bat parce qu'il y a des personnes qui ont tout intérêt qu'on se batte. Et c'est pour cela que je dis que avoir une réflexion sur l'héritage, sur l'histoire, c'est se positionner avant tout comme être humain. Et donc, quand vous vous positionnez en tant qu'être humain, ben, la lecture peut être plus juste, en fait. Et l'idée, c'est qu'on puisse aussi prendre conscience que nous utilisons des identités, mais c'est lié à une histoire. C'est-à-dire questionner le passé, questionner le présent, pour essayer de construire un demain différent. Parce qu'à un moment donné, effectivement, on ne va pas continuer, je ne sais pas pendant combien de siècles, hein, à se regarder à travers des identités liées à la couleur de la peau. Peut-être qu'il faut s'intéresser à construire des politiques de solidarité. Peut-être qu'il faut qu'on puisse discuter ensemble pour des choses très importantes. Par exemple, le fait de vivre sur cette planète-là. Et encore une fois, que ce soit pendant l'esclavage, la colonisation aujourd'hui, en fait, qui construit le discours? Et pourquoi le système économique essaie de construire aussi des divisions? Voilà, je pense que c'est le racisme, encore une fois, c'est un leurre politique. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai encore un peu, mais si vous en avez... Il y a des débats qui se passent derrière. Allez-y. Allez-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Il y a un micro, il y a un micro qui arrive, ne vous impatientez pas. Alors, monsieur d'abord et madame après, un peu plus bas. Oui. Oula. Bonsoir, bonsoir Alain, bonsoir Lilian. J'avais une question pour Alain. Oui. Tu es souvent très engagé, notamment sur la francophonie. Et je voulais avoir un peu ton regard sur ce sujet d'aujourd'hui par rapport à l'Union africaine et au président africain. Parce que moi, j'ai l'impression que ce sujet de racisme, on le porte ici ou en Occident par des personnages comme vous, mais j'ai l'impression que dans le continent, ce n'est pas vraiment un sujet. Donc, je voulais avoir ton avis sur ça. Et pour Lilian, j'ai une question au sujet, tu as parlé tout à l'heure des femmes noires, que tu trouves qu'elles ont une situation très difficile. Moi, je voulais te questionner sur un monde que je connais un peu, le monde de l'entreprise, où on voit que quand on a des assistantes et des personnes dans les back-office, c'est des noirs, mais plus on monte, on a des femmes blanches. Et aujourd'hui, dans les entreprises, on parle beaucoup de l'égalité homme-femme, et j'ai l'impression que quand on parle des femmes, on parle des femmes blanches. Parce que quand on nomme des femmes directrices, ou on essaie de promouvoir des femmes, rarement c'est des femmes noires. Je voulais un peu avoir ton analyse sur cette question. Merci. Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus? Ça, c'est Charlie Nefa qui peut parler, parce qu'on a une chef d'entreprise noire, écrivaine, romancière. À côté, juste une personne, deux personnes. Là, en face, voilà. Qui commence? Alors. Ah bon? Voilà. Bon, cher Benur, merci d'être venu. Hein. Voilà. Et d'avoir abandonné ton cheval. Hein, parce que voilà, c'est fou, parce que chaque fois que je vais sur sa page Instagram, il est à cheval. Donc voilà. Comme quoi, voilà, les Noirs aussi font du cheval. Hein. Voilà, et on sait nager. Voilà. Non, mais je pense que
Oui, mais les sujets que nous abordons ici, évidemment, ne se posent pas forcément dans le continent, parce que le problème, par exemple, dans un pays comme le Congo-Brazzaville ou le Congo démocratique, ce n'est pas la question de... Ils ne sont pas là du matin jusqu'au soir à discuter sur la question de la race. Ils ont la rigueur du présent qui est là. Mais par contre, là où je pense qu'ils auraient tort de ne pas y jeter un œil, c'est que, ou tendre l'oreille, c'est que quand même, il s'agit aussi de la connaissance de leur histoire. La connaissance de leur histoire. Si nous parlons du racisme ici, je vous ai pris l'exemple du Rwanda. C'est le meilleur exemple en matière même de racisme intra-africain. C'est-à-dire, il existe aussi des départements de racisme qu'on ignore. Il existe par exemple des gens en Afrique, vous le savez, si vous êtes très clair ou si vous êtes très sombre, votre destin ne sera pas le même en matière de femmes, en matière de travail, en matière quand vous arrivez, les gens vont préférer celui qui est plus clair, mais les gens ne vont pas savoir que ça provient d'une certaine dérive datant de l'époque même avant l'esclavage, la conception, ou bien même plus loin, à l'époque où on avait écrit les discours sur les inégalités des races, les thèses des Gobineau, etc., qui avaient estimé qu'il y avait une hiérarchie dans les races et qu'il y a des races qui étaient faites pour servir les autres, notamment les Noirs, parce que on pense, je pense que Liliane Thuram a un peu annoncé ça, c'est que nous aurions été victimes de cette malédiction de Cham, dans laquelle notre ancêtre aurait vu la nudité, je ne sais pas, de parents, et à la suite de cela, Dieu s'est fâché, il a dit, je veux vous punir, voilà, toi, le frère qui a vu la nudité, voilà, tu auras une descendance voilà, d'esclaves, ils seront noirs, tout ça là, etc., etc. Donc les noirs seraient venus comme une couleur de punition, dans ce sens. Et plus tard, après, on a fait des exégèses, puisque après on ajoutait, non seulement on a dit vous serez noirs, mais on ajoutait encore dans les textes de la Torah que leur sexe sera si long qu'ils seront ridicules et tout le monde se moquerait d'eux. Sauf que quand ils avaient fait ça, ils ne savaient pas que dire qu'un sexe est long n'était pas une insulte à notre siècle ici. Ça donne plutôt un résultat qui était contre la race qui voulait punir la race noire. Donc, je pense aussi que, dans ce sens, si vous êtes africain, vivant en Afrique, ces questions vous concernent dans une certaine mesure. On parle de vous. Quand on parle de vous, il faut être là. Et c'est à nous aussi d'être les relais, de continuer à leur donner des éléments de compréhension. C'est pour ça que j'ai écrit Le sanglot de l'homme noir. Le sanglot de l'homme noir, c'est une lettre adressé à mon fils, qui lui n'est jamais allé en Afrique, il est né ici, voilà, il est guadeloupéen aussi comme Thuram, mais congolais comme moi, mais plutôt français, né dans le 10e arrondissement, rue du Paradis. On ne pouvait pas faire mieux, voilà, tranquille, voilà. Et il est né ici, il ne comprend rien. On va en Afrique, non, qu'est-ce que je vais faire là-bas? C'est pas voilà. Et, ok, j'écris Le sanglot de l'homme noir, voilà. Et il lit Le sanglot de... Oh, mais c'est moi. J'ai dit oui, mais c'est toi. Et puis il regarde, et effectivement, il comprend que à un certain moment donné, il faut que tu questionnes ton histoire et que tu l'acceptes. Mais en même temps, je lui dis, ton destin, c'est ton pays, la France. Donc je fais ça pour que tu puisses imposer aux autres, dire vous n'allez pas me chasser, parce que le seul lieu que je connais, c'est celui-là. Même si je retourne là-bas, j'aurai l'impression de vivre à l'étranger. Ce qui n'est pas mon cas, puisque moi je suis né là-bas, je serais heureux si je finis mes jours là-bas, mais pas forcément eux. Donc c'est cette culture-là que j'essaie d'inculquer. Il y avait une question pour Lilian, donc. Oui, sur les femmes noires. Alors, avant de rentrer dans l'entreprise, je dirais qu'effectivement, je pense que c'est extrêmement compliqué d'être une femme noire. Tout d'abord parce que c'est compliqué d'être femme déjà. Et je pense que c'est extrêmement compliqué
d'être une femme noire à cause, attention, hein, n'ayez pas peur, je pense qu'il y a une grande responsabilité des hommes noirs, vraiment. Parce qu'en grandissant, au départ, je n'ai pas compris, je vais vous raconter une petite histoire. Je suis jeune joueur de foot à l'AS Monaco. Et je dis à des coéquipiers, il y a ma femme, ma copine, qui vient, qui a atterri à Nice, j'ai pas de voiture, est-ce que tu peux m'emmener? Et donc, en fait, on part quelques-uns, on arrive à l'aéroport, et je lui dis, ah tiens, il y a ma copine qui arrive. Et il se retourne vers moi en me disant, mais elle est noire, ta copine? Et sur le moment, je n'avais pas compris. Parce que tu as 17 ans, tu vois, tu ne comprends pas trop. 17-18 ans, tu ne comprends pas. Je grandis. Et effectivement, même entre joueurs noirs, il y a des discussions sur les filles noires. Mais des discussions surréalistes. On va tout savoir ce soir. Non, mais attendez, surréalistes. Sur, en fait, le mépris des femmes noires. Elles ne sont pas belles, je ne peux pas être avec une noire parce qu'on a l'impression que je suis avec ma sœur. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, la réalité, même en grandissant, quand j'étais aux Antilles, on me disait, mais ta copine, elle est comment? Elle est blanche? Je dis, bah non. Ah bon? Et en fait, et là aussi, pareil, je ne comprenais pas vraiment. Et je dois avouer que c'est en lisant Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon, en fait, que ça m'a alerté. En fait, la fascination des hommes noirs pour les femmes blanches. En fait, c'est ça. Il y a une fascination. Et effectivement, c'est pour cela que les hommes noirs eux-mêmes ont tendance à aimer plus les femmes qui sont un peu la couleur chapée, moins noires. Et donc, voilà, ça, c'est très important que les hommes noirs puissent comprendre ça. Pareil, il y a beaucoup de femmes noires, en fait, très rarement, on voit les cheveux crépus. Mais très souvent, c'est pour plaire aux hommes. Et donc, je pense que nous devons avoir une discussion autour de ces sujets. Pas nous tous les deux, hein. C'est tout le monde. Hein. Et donc, effectivement, quand on parle de promotion de femmes, ben, effectivement, oui, c'est souvent la femme blanche. Parce que la femme noire, ben, c'est pas la norme. Et lorsqu'on parle de promotion aussi d'hommes, vous inquiétez pas, c'est l'homme blanc. Et donc, je crois que nous devons discuter de ces sujets tranquillement, encore une fois, sereinement, et voir que nous sommes enfermés dans des schémas de pensée. Il n'y a plus de lois racistes dans nos pays, mais il y a des attitudes, des comportements que nous devons discuter de ces sujets. Et très souvent, ce qui est encore plus violent, c'est que les personnes qui, notamment, devraient être attentives à ça, reproduisent ces schémas et arrivent à intégrer un mépris d'eux-mêmes. Et je pense que le mépris de soi-même, il n'y a rien de pire. Moi, j'ai été sportif de haut niveau. La première des choses, c'est avoir confiance en soi. Pour arriver au très très haut niveau, pour donner... Tout commence par une idée. Et donc, je pense qu'effectivement, nous devons parler de ces sujets, mais le sujet de l'entreprise, c'est fondamental aussi, hein, quand même. Hein. OK ? Alors, des questions de toutes parts. Je laisse Flore prendre la parole. J'intercale une petite question du monde entier, parce que les petites caméras que vous voyez partout, ce sont des gens qui sont connectés dans le réseau des Alliances françaises et des instituts à l'étranger. Donc une question qui vient d'Estonie, Madame Sul. Elle est enseignante, je pense. Sa question est pour Lilian Thuram. Comment un enseignant peut-il changer le monde ? Comment aider l'enseignant à discuter du racisme avec ses élèves ? Ah, question Fondation Thuram, ça. Oui, c'est une question. Moi, je pense que c'est abordé à travers les identités de couleurs que nous utilisons et essayer d'expliquer d'où ça vient et peut-être à la fin du cours de dire aux enfants faites très attention de ne pas juger les gens à travers leur couleur de peau. Tout simplement ça. Parce qu'on oublie de dire à nos enfants certaines choses qui me semblent essentielles. Fais très attention, ne t'enferme pas dans la couleur de ta peau, n'enferme personne d'autre dans la couleur de sa peau, et fais très attention de ne pas avoir des préjugés à travers les couleurs de peau. Parce que c'est quelque chose qui, encore une fois, ce sont des préjugés, donc ça veut dire que c'est des choses qui nous permettent de réfléchir rapidement,
Et chacun de nous, nous avons des préjugés, c'est parce que c'est naturel, mais ces préjugés nous emmènent à des catastrophes parfois. Donc, parler de ces sujets-là, voilà. D'autres questions? Et bien évidemment, Oui, parce que- lire la pensée blanche. Mais attendez, cette dame, elle pose la question depuis le début, alors. Oh. Oui, donc bonjour Monsieur Mavankou et bonjour Lilian Thuram. Je me présente, je m'appelle Cécilia Wilson, je suis écrivain et accessoirement j'ai été remerciée par mon entreprise précédente parce que j'ai écrit un bouquin sur Black Lives Matter, un livre d'ailleurs qui a été acheté par Harvard et Stanford, mais qui m'a valu un licenciement. Un licenciement, littéralement. Donc Lilian Thuram, quand vous parliez en fait de la femme noire, ça m'a profondément touchée parce que je suis une jeune femme noire qui est à la fois ouest-africaine mais aussi afro-descendante par ma mère qui est afro-brésilienne. Donc je comprends en fait la douleur qu'il y a derrière en tant que femme qui a vécu le racisme toute sa vie au milieu des élites. Parce que ce soit à Sciences Po Paris, que ce soit quand j'étais jeune en école catholique privée, que ce soit quand j'ai commencé à monter tous les échelons en fait dans ma vie professionnelle. Aujourd'hui, je n'ai que 30 ans, mais j'ai vécu le racisme en fait de plein fouet et d'une violence inouïe. Et c'est quelque chose qu'on ne dit pas, mais qui se fait de manière très insidieuse et très sournoise. Et ma question, c'est est-ce qu'il ne faut pas prendre exemple sur les Noirs américains ? Parce que pour avoir été aux États-Unis, d'ailleurs l'entreprise qui m'a remerciée, c'est une entreprise américaine, mais pour avoir été aux États-Unis, j'ai constaté qu'en fait, au lieu de chercher l'égalité dans le système, il y a plutôt des îlots en fait qui ont été créés pour protéger justement les populations noires et leur permettre d'accéder à certaines opportunités, ce qui n'existe pas vraiment chez nous parce qu'on essaye de faire colorblind, de dire non, 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 ça n'existe pas, c'est universel, alors que dans les faits, on sait que ce n'est pas vrai. Et pour finir, j'aimerais en profiter pour vous donner mon dernier ouvrage, Marché sportif et réel politique, et j'espère qu'il vous intéressera. Je l'ai déjà donné à Monsieur Mavankou. Merci. Alors, merci du cadeau. Témoignage. Vous avez utilisé... Ah, vous allez me donner le cadeau maintenant. Oui, oui. Alors là, c'est trop. Faites-nous passer. Alors, si vous voulez, attendez. Oui. Ok, d'accord. Voilà. Hein? Comme ça, on est sûr que c'est arrivé à bon port. Merci, vous êtes trop gentil. Merci. Je l'ai eu, hein, donc Lilia, on le dit, et puis on s'appelle, on fait un meeting. Voilà. Alors, tout d'abord, moi, je pense que vous avez dit quelque chose d'essentiel. Se protéger. Et effectivement, en France, lorsque vous êtes une personne noire, on a l'impression que vous n'avez pas le droit de vous protéger. Parce que parler du racisme, parler de la problématique, c'est se protéger. C'est protéger nos enfants. Et effectivement, je pense qu'on n'a pas besoin de faire comme aux États-Unis, peut-être parce que nous ne sommes pas aux États-Unis, mais il faut qu'on puisse se rencontrer pour discuter et que les enfants anticipent. Parce que vous dites que j'ai subi le racisme de plein fouet. Ça veut dire que personne ne vous a alerté que vous allez subir certaines choses. Et moi, je pense que c'est cette éducation. Et c'est cette éducation que je donne à mes enfants. Depuis qu'ils sont petits, en fait, je parle avec eux. Ils reviennent de l'école en me disant « Papa, tu sais, il y a Hugo qui m'a dit que les mathématiques, c'était plus dur pour moi parce que j'étais noir. » Et je lui dis « Mon chéri, t'as fait quoi ?» Ben, j'ai rigolé. « Ok. » J'ai été une fois dans une école, la directrice voulait que mon fils Kéfren coupe ses cheveux parce qu'il avait des locks, parce que ça dérangeait l'établissement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes 2 enfants, on a été voir la directrice en lui disant « Écoutez, mon fils veut avoir des cheveux longs. Il y a 2 possibilités d'avoir les cheveux longs quand vous avez des cheveux crépus, c'est un afro et des locks. » Et donc, en fait, ce que vous lui demandez, c'est changer de couleur de peau. Mais ça, si vous voulez, on peut changer sa couleur de peau. Là, la directrice, elle était en panique. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe là? OK. Donc, c'est apprendre à nos enfants à se défendre et dire que c'est légitime de se défendre. Et beaucoup de personnes noires, en fait, sont éduquées à ne pas se défendre. Parce que si vous vous défendez, on ne sait jamais ce qui va se passer.
Et donc, cette discussion-là, effectivement, il est tout à fait légitime de se défendre. OK ? Alors, une question, plusieurs questions, beaucoup de questions. Je sais pas si je me lève. Non. Oh. Bonsoir, je suis étudiante et je voudrais poser une question plus sur l'après. En tant que jeune femme noire, on se pose souvent la question de savoir comment finalement est-ce qu'on se construit aujourd'hui dans un monde sans opposition aux blancs. C'est-à-dire qu'en tant que personne noire aujourd'hui, comment peut-on s'extirper de cette vision? Parce que vous l'avez dit un peu, c'est un peu le serpent qui se mange la queue, la personne noire qui existe par rapport à la personne blanche, et la personne blanche qui prend conscience de sa couleur par rapport à une personne noire, ou en tout cas par rapport à une personne racisée. Donc comment, aujourd'hui, nous, en tant que personne noire, avec toutes les connaissances qu'on peut avoir, on peut s'extirper finalement de cette idée-là et se construire en tant que personne, soit, mais pas forcément en tant que personne noire, sans que ce soit quelque chose de négatif, mais avoir peut-être une vision qui soit, en tête, je vais dire plus, être considéré comme une personne normale au-delà de ça. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire, sans, je me pose la question finalement. C'est très intéressant ce que vous avancez parce que c'est l'idée que j'avais essayé de développer justement dans Le sanglot de l'homme noir. C'est-à-dire que je partais du fait que les individus ne peuvent plus continuer à se définir par rapport simplement à la couleur de peau. Mais ils se définissent aussi par ce qu'on appelle, ça c'est Édouard Glissant, la poétique de la relation. Quelles sont les expériences que vous avez eues au cours de votre existence et quelles sont les rencontres, c'est même le mot, la rencontre qui va définir le destin d'un individu. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, celui-là, il est né à la bonne heure, le bon jour, et il était au bon endroit ce jour-là, et puis il est allé. Et donc, si, par exemple, je reste dans mon coin, en train de chercher simplement à définir tout ce que j'ai fait sous le prisme de la couleur de ma peau, mais je n'aurai même pas le temps de vivre, parce que tous les jours, c'est en permanence. Cette sorte d'injustice, il y en aura toujours. Moi, je vois, il y a beaucoup, ils ont des sites, bon, dès qu'il y a une injustice, bah, il faut qu'ils parlent. Ils ne prennent pas le temps même de comprendre la question. Oh, ils sont partis. Et après, quand je les appelle, je dis, mais dis donc, ah non, mais parce que ce type, je ne l'aime pas, etc., etc. Donc, je pense que là, vous avez posé le doigt au cœur même du problème. Il faut que nous apprenions à concevoir le monde en nous disant que notre couleur n'est pas un frein. De la même manière qu'il ne suffit pas d'être blanc pour être riche, heureux et propriétaire terrien. Les blancs aussi, ils souffrent. Hein? Je crois que quand j'étais arrivé, juste un exemple rapidement, j'étais arrivé dans le métro, je rentre la première fois, il y a un blanc qui jouait à la guitare, qui a commencé à demander de l'argent, j'allais tomber des nues. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, mais c'est quoi la France? Là même, les blancs sont pauvres. Donc, je pense qu'il faut pas, la peau ne suffit pas. Vous pouvez être blanc, grand, blond, idiot, tout comme vous pouvez être noir, grand, beau, idiot aussi. Et vous pouvez être petit, gros et sans couleur, mais vous êtes brillant. Donc, je pense qu'il faut aller dans ce sens. Ce sont les rencontres que nous allons faire. Les cons, excusez-moi l'expression, ils existeront toujours des deux côtés, ou des trois ou des cinq. Ils seront toujours. On ne peut pas leur créer un petit village. On dit, bon, on vous crée un petit village de racistes où vous vous asseyez au café, vous discutez du racisme matin, midi et soir avec les autres. Mais ce n'est pas possible. Alors, Lilian veut répondre aussi, parce qu'il n'est peut-être pas tout à fait d'accord. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. D'accord. Il y a une réalité. D'accord. Vous ne vivez pas tout seul. Nous ne vivons pas tout seul. Il y a une réalité. Vous êtes une femme. Vous n'allez pas oublier que vous êtes une femme. Parce que sinon, ça ne marche pas. Il y a effectivement dans cette société des discriminations vers les femmes. La réalité, c'est que, étant donné que vous êtes femme, vous n'allez pas vivre l'espace public de la même façon. Ça veut dire qu'à 23h30, vous n'allez pas vous dire « Tiens, je vais me faire un petit footing ». Mais non,
Ça, c'est un truc de mec. Le métro, ok, être suivi ou pas, un homme, vous le suivez, il ne sait même pas. Une femme, si on suit une femme, ben, elle va le comprendre rapidement. Parce que ce sont des habitudes. Donc, il y a une réalité. La réalité, c'est qu'il y a un regard négatif sur les personnes noires. Donc ça, il faut l'intégrer. Mais est-ce que, en fait, ça va vous empêcher d'avancer? Ben non. Parce que vous n'avez pas de problème. Ce sont les racistes qui ont un problème. Moi, quand je jouais au foot, il y avait des gens qui faisaient le bruit du singe. Bon, moi, je sais que je ne suis pas un singe. Je sais qu'il y a de l'envie, c'est-à-dire qu'il voudrait être à ma place. Mais tant pis pour lui, c'est moi qui joue. C'est moi qui suis connu, qui ai de l'argent. Donc, parfois, en fait, vous ne pouvez pas vous laisser atteindre par les gens. Mais pour cela, il faudrait prendre conscience. Vous devez être. Hier, j'ai discuté avec une jeune fille, 35 ans, jeune fille magnifique, comme vous, qui a fait des hautes études, comme vous. Et elle me disait qu'en fait, elle vivait dans une bulle pour ne pas être atteinte du racisme ambiant. Et je lui dis, écoutez-moi bien, vous allez enlever cette bulle tout de suite. Vous devez vivre, vous devez être vous. Et si vous êtes vraiment vous, et vous n'êtes pas en train de savoir qu'est-ce que je dois faire, parce qu'en fait, ma maman m'a éduqué en tant qu'enfant noir. Fais attention, reste à ta place, ils ne vont pas t'accepter. Donc il faut sortir de ces schémas de pensée. Vous devez être vous, vous êtes brillante, vous êtes magnifique. Et lorsque vous êtes confronté au racisme, vous remettez les gens à leur place. Intelligemment, tranquillement, vous remettez les gens à leur place. Et vous allez voir qu'effectivement, il y a plein de gens qui ne sont pas racistes aussi. Hein. Et si vous êtes vous, croyez-moi, vous allez aller beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, vous n'attendez rien des racistes. Parce qu'il ne faut rien attendre. C'est-à-dire, parfois, on fait comme s'il fallait faire pour que les gens vous acceptent. Vous n'avez pas à mendier le fait que les gens vous acceptent, en fait. Vous êtes vous. Et moi, je pense que c'est cette posture-là que nous devons, dans cette posture-là, que nous devons éduquer nos enfants. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants. Hein. Vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont mettre en doute vos capacités parce que vous êtes noir. En fait, ça, ce n'est pas votre problème, c'est le leur, le problème. Mais par contre, toi, je te demande de ne pas juger les gens à travers leur couleur de peau. Parce qu'on peut tomber dans ce piège-là. Vous êtes la plus forte, vous êtes la plus belle, vous êtes la meilleure, et personne ne doit vous arrêter. Nous sommes d'accord ou pas? Ok. Il y avait d'autres questions, oui, madame. Merci. Moi, je voulais juste parler d'un pays qui s'appelle l'Afrique du Sud. Et pour revenir au début de votre intervention, alors l'Afrique du Sud, donc pendant des décennies, a subi l'apartheid. Il y avait 3 catégories, les blancs, les métis et les noirs. Catégories effectivement de couleur, aussi économique. Et pendant cette période, l'Afrique du Sud avait besoin de commercer, et notamment, elle avait besoin de commercer avec des Japonais. Parce qu'à l'époque, je parle de ça il y a quelques décennies, les Japonais en informatique étaient très bons. Donc c'est posé le problème, parce qu'ils devaient venir, ils étaient en présentiel, comme on dirait aujourd'hui, on ne pouvait pas faire des vidéoconférences, donc ils devaient venir en Afrique du Sud, et les hôtels, tout était compartimenté, et alors qu'est-ce qu'on faisait de ces Japonais? Donc le problème s'est posé, parce qu'ils étaient, comme on dit, colored. Non, alors, le Parlement a discuté, ils ont décrété que ça allait être des blancs d'honneur. Donc les Japonais sont devenus des blancs d'honneur pour pouvoir venir commercer et aller dans certains hôtels. Ensuite, on sait ce qui s'est passé. Mandela est sorti de prison, il est devenu président. Et on a décidé pour compenser la discrimination envers les personnes noires, de faire ce qu'on appellerait une discrimination positive. Donc, une facilitation au niveau des emplois, dans les administrations, etc. Et à ce moment-là, il y a une communauté chinoise qui existe, dont pratiquement 500 000 personnes, et qui avait été discriminée aussi pendant la période d'apartheid. Ils ont dit, écoutez,
c'est des métis, des noirs, mais nous, on a été sacrément discriminés pendant l'apartheid. Donc, on voudrait avoir accès aussi à une discrimination positive. Alors, l'administration sud-africaine a dit, alors ça, alors, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il faut qu'on légifère, etc. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, les Chinois, on les a décrétés noirs pour qu'ils aient accès à cette discrimination positive. Donc, on revient à cette façon de catégoriser les gens, de façon économique, au niveau des couleurs de peau, etc. Bon, ça paraît anecdotique, mais c'est vraiment une illustration de ce que vous disiez tout à l'heure. Et juste pour une petite note optimiste, en ce qui me concerne, alors j'ai toujours du mal à dire je suis métisse, parce qu'on est tous un peu les métisses de nos pères et de nos mères, mais enfin bon. Et j'ai des enfants plutôt blancs, et même blonds. Et un jour, ma fille, que vous connaissez, Liliane, qui s'appelle Agnès, vient, elle me regarde, elle avait 4 ans, et elle me dit, écoute maman, j'ai une question, vas-y, ma chérie, quand est-ce que je vais devenir noire? Bon, je ne vous donnerai pas la réponse, mais je vous dis, voilà, ça peut aussi évoluer, les choses sont mouvantes, et je pense qu'aussi la génération qui suit, je dirais, elle va appréhender les choses un peu différemment. Merci. Merci pour ce témoignage. Alors, Flore a des questions venues de loin. Des questions venues de loin. Très simple, je pense. On a entendu parler d'Édouard Glissant, de Frantz Fanon. Roberto, en Italie, voudrait connaître votre panthéon d'auteurs, chacun. Ah. Bah, il faut lire Mes étoiles noires et puis les dictionnaires ont joué des cultures africaines. Et... Ah, je cherche des conseils. Oui. Des conseils pour mieux comprendre. Alain, allez. Panthéon, c'est... Ah. Bon, disons que c'est un panthéon qui n'est pas que francophone, un panthéon qui n'est pas que d'expression française. Ça va aussi bien des écrivains latino-américains comme Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, des Italiens comme Dino Buzzati, des Russes comme Tolstoï, mais surtout aussi des Américains comme Ernest Hemingway, de John Steinbeck, qui a écrit Des souris et des hommes, un des meilleurs livres que j'ai trouvé sur l'amitié. Et aussi en Afrique, Aimé Césaire, du cahier, en Afrique, aux Antilles, Aimé Césaire, du cahier d'un retour au pays natal, ou le Guadeloupéen Guy Tyrolien, qui a écrit Balle d'or, l'Ivoirien Bernard Dadier, les Ivoiriens Bernard Dadier et Amadou Kourouma, les Congolais Sonny Laboutansi, le Camerounais Mongo Betty, le Malgache Jean-Jacques Rabé Arrivelo et Jean-Jacques Rabé Manandjara, quel continent, l'Haïtien québécois Dany Laferrière. On n'est jamais servi que par soi-même, c'est un ami. Donc, et puis aussi, dans les panthéons, il faut mettre aussi des gens qui réfléchissent sur l'identité et autres. Les Étoiles Noires, c'est un livre que j'ai aimé. Mes Étoiles Noires est un livre que j'ai aimé et qui se trouve dans le dictionnaire de la France noire que nous allons sortir. Donc, dans ce panthéon-là, Liliane, tu sais que tu as déposé au moins un livre à l'intérieur. Voilà. Une poétesse, non? Ah oui, bon, une poétesse, Véronique Tadjo, de la Côte d'Ivoire, que je vais publier dans ma collection, puisque je dirige la poésie aux éditions du Seuil Point. Et puis, je pense, vous l'avez bien fait, il y a des jeunes qui sont encore en train de faire des œuvres et que je dois découvrir. Si je les mets dans les panthéons, on va dire que je leur fais plaisir. Les Léonora Miano, Charlie Nefa se trouve ici, Fatou Diom, voilà. Toute cette littérature qui monte, Faiza Gen, qui a écrit Kif Kif Demain. Beaucoup, j'ai vraiment mon panthéon. C'est une question difficile pour un écrivain parce que je lis tout et c'est difficile de mettre tout le monde dans le panthéon. Parce que la place des tombes... Il y a des places encore. Hein, la place des tombes, c'est petit. Hein, voilà. Est-ce que la question va aller pour Lilian aussi? Non? Si? Non? Non, c'est bon.
Une autre question. D'autres questions. Alors, devant ici. Il y aura devant, mais puisque vous êtes là-bas. Oui. Allez-y, allez-y. Alors, bonjour. Je me présente. Je suis Chelsea, professeure de sciences sociales. Je suis avec mon ami Mugler. Du coup, ma question, c'était que pensez-vous sur le fait que le terme communauté soit si mal vu en France aujourd'hui? Voilà. Quelle communauté? C'est communauté ou communautarisme? Communautarisme. Ah, le communautarisme. Alors. Tu as une fondation, tu as un institut. Comment se fait-il que le communautarisme soit mal vu en France? En fait, derrière, je pense avec l'emphase. Oui, voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, moi, je pense que la peur en France, c'est qu'on puisse prendre conscience de la réalité des difficultés de certaines personnes, notamment liées au racisme. Ça veut dire qu'il y a des sujets qu'on ne veut pas aborder. Et donc, pour ne pas aborder ces sujets, on va stigmatiser, certaines personnes pour déjà les délégitimer. Et comme ça, il n'y a pas de discussion. Et donc, voilà pourquoi, effectivement, chaque fois qu'on parle de l'histoire, là, on a inventé quel mot? Voilà, on a inventé ce mot-là. En fait, c'est juste pour délégitimer. Mais il faut juste essayer de vous dire que ça s'est toujours passé comme ça. Ça s'est toujours passé comme ça dans les luttes pour l'égalité. Et donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas demander la permission à certaines personnes de faire ou ne pas faire. Voilà. Une autre question qui était... Il me semblait qu'il y en avait deux au fond, mais en tout cas, madame, c'est sûr, est là. Ah. Bon. Alors, moi, c'est à moitié une question et un cri du cœur. Ah. Je me reconnais dans Lilian et son aventure avec Kefren par rapport à votre copine qui m'a répondu très intelligemment et qui m'a ouvert les yeux et en me disant je suis marron déjà. Okay. Et ensuite, elle m'a dit, vous les grands, vous avez une histoire où vous parlez de couleurs alors que la seule couleur qui compte, c'est le rouge, celle du sang. 4 ans. J'ai grandi. Enfin, nos enfants nous élèvent, mais j'ai grandi ce jour-là. Et pour rebondir sur toutes les questions qu'il y a eu autour, et en tant que femme noire qui élève une jeune fille noire qui lit Les Étoiles, qui lit certains livres, mon grand drame à moi aujourd'hui, en 2023, c'est de remarquer que nos enfants, globalement, parce que j'essaie de regarder tout autour, vivent plus violemment les choses que ce que moi j'ai vécu il y a 40 ans. Parce que la société est plus violente, ce n'est pas une question de racisme, c'est dans tous les sujets. Et là où le cri du cœur arrive, c'est dans le combat de femmes, on a besoin des hommes. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas une bataille de femmes contre les hommes, on a besoin des hommes. Et dans le même combat, dans la question raciale, quelle que soit la race, on a besoin que tout le monde s'unisse et que certains silences complices, que ce soit des personnes le subissant, des personnes le voyant, et pas forcément, je veux dire, c'est pas juste dire les Blancs qui êtes témoins, vous devriez parler. Il y a même entre nous des fois où on ne va pas oser dire quelque chose là où notre voisin peut subir les choses. Donc, mon cri du cœur, c'est un combat commun, que c'est de plus en plus dangereux, mais ma question, c'est comment on le gère maintenant, parce que je crois qu'on est resté dans notre utopie, ça va mieux, mais le combat continue, on a des armes et c'est mieux. Et sincèrement, pour le vivre dans le cœur du cyclone, nos enfants, c'est une violence. Moi, je les vois me remonter des points où du nazisme à leur âge, enfin, et je pèse mes mots quand je dis du nazisme, c'est-à-dire de l'antisémitisme, enfin tous ces sujets-là où tout est vraiment exacerbé. Comment on fait maintenant pour traiter les choses avec la violence de ce temps-là, de ces réseaux, de ces discussions, la virulence. Donc, pour tous les deux.
Alors, Alain. La violence des réseaux, c'est vrai qu'aujourd'hui, les discriminations sont immédiatement visibles, rapidement visibles, par les effets d'Internet et autres. On a vu comment, en un laps de temps, l'affaire George Floyd était devenue planétaire, ce qui n'était pas le cas dans les siècles d'avant où on n'avait pas ces réseaux, où ce genre de choses se passait sous silence. Nous pensons toujours que notre époque est plus meurtrière que celle d'avant. C'est parce que notre époque est arrivée à une période où elle peut exposer à une vitesse de la lumière les exactions qui sont en train de se faire dans le présent. Toutes les exactions, les injustices qu'on nous a faites dans le passé n'étaient pas immédiatement exposées parce que la puissance dominante qui exerçait la pression avait le contrôle des moyens de communication. Mais aujourd'hui, on a pu donner l'accès aux moyens de communication, même aux anciens dominés et à ceux qui sont des pays pauvres ou qui sont dans des endroits les plus reculés. Dès qu'il y a une injustice qui est là, parfois elle est révélée non plus par des grandes associations, mais par un individu. Donc je pense qu'il y a cela. Et de l'autre côté aussi, il y a les dérives des mêmes moyens de communication. Du jour au lendemain, on peut vous faire passer pour l'imbécile que vous n'êtes pas, l'assassin que vous n'êtes pas, parce que quand on vous a collé une étiquette, le jour où on dit « Ah, c'était une erreur, on a enlevé », il n'y a plus personne pour venir like. C'est fini. Hein? Parce que les gens like seulement quand on est en train de crucifier. Mais quand on est en train d'enlever les pointes de la crucifixion, ça n'intéresse plus personne. Ce qui compte, c'est ce qui se passait sur le champ. Donc je pense que dans ce sens, votre coup d'alerte est intéressant. Et je retiens ce que vous avez dit sur le fait que cet enfant a reconnu avec une sagesse, je crois qu'elle avait 4 ans quand elle... Quand elle avait dit ces paroles fortes. Donc, nous devons être vigilants, nous devons en même temps aussi être heureux de savoir qu'aujourd'hui, une injustice ne va pas se passer, les gens vont se lever. Et dans ces injustices, ce ne sont pas que les Noirs qui vont être concernés, parce que ça va concerner tout le monde. Souvenez-vous que quand vous voyez les marches de Black Lives Matter, il y avait aussi bien des Noirs, des Asiatiques, des Blancs, des gays ou des LGBT. Il y avait toutes sortes de catégorisations des individus. Merci. Une autre question, oui, madame. Et 2 questions même. Oui. Merci. Alors, en fait, moi, c'était juste pour faire un petit coup de gueule. C'était juste pour un peu rebondir sur ce que vous aviez dit, Alain, sur un peu l'injustice. Il y a quelques mois, sur une chaîne, on va dire un peu confidentielle du PAF français, il y a un polémiste assez connu qui a dit à une présentatrice « Ce qui est une honte pour la France, c'est votre nom ». Et moi, ça m'a vraiment choquée parce que ça aurait pu être moi à qui il a dit ça, parce que moi, j'ai un prénom. Moi, mon prénom, c'est Bettina, et ça aurait pu être éventuellement pour lui une honte pour la France. Et cette personne-là, elle ne s'est pas vraiment défendue. D'ailleurs, personne ne l'a défendue sur le plateau. Elle s'est retrouvée un peu seule. Même son directeur de production ne l'a pas défendue. Et elle a été quelque part un peu déprogrammée de la chaîne. Et personne n'a répondu, personne n'a relevé. Il y a eu très peu de commentaires. Et cette affaire a été un peu étouffée. Et je trouvais ça un peu dommage. Je pense que dans d'autres pays, ça aurait été peut-être un peu différent. Et ce polémiste aurait été sûrement blacklisté. Ça n'a pas été le cas. Et voilà. Enfin, moi, je voulais savoir ce que vous en pensiez et si pour vous, il n'y avait pas aussi un peu des fois une certaine hypocrisie de certains médias en France. Alors, Lilian, peut-être des informations. Enfin, tu avais l'air de savoir. J'ai des informations. Bravo. Savoir de quoi J'ai des informations. J'étais en train de réfléchir tout seul. Elle dit, tu as des informations. Tu avais l'air de savoir de quoi il s'agissait. Non, mais je pense que exactement. la plupart des personnes ici sont au courant. Mais en fait, si ça a créé des débats quand même en France. On ne peut pas dire que c'est passé inaperçu. Bah, la personne a été quand même déprogrammée de la chaîne. Alors non, je suis d'accord. Mais pourquoi vous ne dites pas son nom? Parce que moi, j'habite aux États-Unis, je ne suis pas au courant. Oui, c'est ce que Comment voilà. Comment
Ah, d'accord. Et en fait, non, il y a eu quand même des personnes qui l'ont soutenu. Effectivement, je pense qu'elle n'a pas eu le soutien en interne qu'elle aurait dû avoir. Ça, c'est évident. Mais là aussi, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Nous vivons dans ce monde. C'est pour ça que je dis qu'il faut savoir dans quel monde on vit. Et qu'effectivement, le racisme existe. Et il y a certaines personnes qui peuvent tranquillement aller à la télé, insulter d'autres, et on va leur dire que c'est le droit d'expression, je crois, la liberté d'expression. Voilà. Mais par contre, l'inverse n'est pas vrai. Mais, donc ça veut dire que c'est toujours une question de point de vue. Et ce qui est très important, c'est pouvoir analyser votre point de vue et dire que parfois, votre point de vue, en fait, c'est celle-là qui est vraie. Pas qu'on vous emmène à croire que, effectivement, vous êtes complètement fou ou folle de percevoir les choses dans notre point de vue. Voilà. On peut ajouter, c'est bon ? Oui, tu veux rajouter quelque chose ? Mais je pense que ce qui est aussi dangereux dans cette histoire, c'est que, bon, vous savez tout ce qui est ce Zemmour. Voilà, donc déjà, le personnage, il est campé, on sait déjà quelles sont ses thèses, mais ce qui me fait plutôt penser le plus, c'est que peut-être que c'est là que je comprends que même qu'on dit communauté noire en France, en réalité, il n'y a pas de communauté noire. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous avez, ça aussi, c'est une démonstration que j'avais essayé de faire dans Le Sanglot de l'homme noir. À l'époque, on m'avait crucifié en disant « mais c'est pas possible, ça a été commandé par un blanc, etc. » Une communauté, c'est se reconnaître dans le même destin historique, le même trajectoire au cours des siècles qui se sont passés, et de se dire que chaque fois qu'on touche à un élément de ce destin, il va se lever ce que Stéphane Hessel appelle une indignation. Pour lutter contre le racisme, ce n'est pas la police ou quoi, mais c'est l'ampleur de l'indignation qui fait que l'espace dominant prend conscience que si il ne règle pas ce problème, c'est la fragilité même de toutes les institutions. C'est ce qui s'était passé avec George Floyd. Ça se serait passé comme ça s'il n'y avait pas une grande indignation. On allait dire « Ah, c'est les États-Unis tous les jours, ils sont en train de courir dans les voitures avec des pistolets, c'est normal, ça passerait. » Et là, en l'occurrence, si vraiment il y avait une communauté, on venait de toucher au cœur du problème. Le nom, le patronyme, qu'il soit ouest-africain, congolais ou quoi, ne doit pas... C'est une représentation, c'est une identité. Dès qu'on touche à cela, là, j'aurais pu entendre cette vague d'indignation qui ferait que non pas que c'est la femme qui soit expulsée de la chaîne, mais c'est Éric Zemmour. Bon, je sais qu'on l'a expliqué à gauche et à droite, mais c'est du pipeau. Vous voulez qu'il passe président de la République ou quoi? Donc, dans ce sens, c'est l'exemple type qu'il manque, qu'il n'y a pas de communauté noire en France, tout simplement aussi parce que nous venons de partout avec notre histoire qui n'est pas commune. Voilà. Alors, comment? Ben, est-ce qu'elle a les moyens de l'indignation? C'est ça. Non, mais parce que le vrai problème, c'est est-ce qu'on écoute les personnes noires? Et en règle générale, comme il y a du mépris pour les personnes noires, en fait, même quand vous protestez, on ne vous écoute pas. Je vais vous donner un exemple de comment on peut analyser le racisme. Vous avez vu, vous connaissez Vinicius? Ok. On va dire dans un stade de foot. En règle générale, comment ça se passe? Les supporters font de bruit du singe. Le joueur de foot s'énerve, va voir l'arbitre et dit à l'arbitre il y a un problème. L'arbitre le calme en disant non, non, calme-toi, calme-toi. Le joueur noir veut sortir du terrain. Tout le monde lui dit non, mais joue. Le joueur finit par s'énerver encore plus. L'arbitre met carton jaune. Généralement, il met carton jaune pour le calmer. Le joueur ne se calme pas. Il lui met carton rouge. Et les joueurs sortent. Donc, en fait, à un moment donné, c'est qu'on ne veut pas entendre. On ne veut pas voir la violence. Parce que voir la violence, encore une fois, c'est être lucide sur sa société. Et en France, on n'a pas envie d'être lucide.
C'est ça. Et où, effectivement, c'est très important, c'est continuer à s'indigner. Pas dire comme ma maman, c'est pas grave, ça ne va rien changer. Non, ça va changer, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc. La société française change. L'Europe change. Voilà pourquoi certains sont de plus en plus racistes. Parce qu'ils perçoivent que les choses changent. Et de toute façon, les choses ne vont pas s'arrêter. Et donc, il y a une violence qui se met en place. Et à chaque fois qu'il y a plus d'égalité, il y a plus de violence. Donc, encore une fois, mademoiselle, je vous parle. Vous avez quel âge? Quel âge? Tu as 15 ans. Ne lâche rien. Ça va aller. OK? Merci. Alors, je ne sais pas si Flore va me confirmer qu'elle essaie de me dire que c'est l'heure de la dernière question, mais en tout cas, on voudrait la question de la dame qui n'a toujours pas été posée, donc elle est pour celle au moins. Mais bon. Ah, il y a une autre, il y a la dernière, il y aura celle-là. Allez-y, posez votre question. Merci. Non, c'est pas tout à fait une question. C'est et un commentaire et une anecdote. Alors le commentaire, c'est Michelle Obama explique très bien ce que vous avez dit. Elle explique en fait pourquoi son mari a pu être le premier président noir américain, parce qu'elle explique qu'elle est afro-américaine, et donc elle porte le poids de l'histoire dont parlait Lilian, le souvenir de l'esclavage, le souvenir de ce que racontait sa famille, alors qu'en fait Barack Obama est blanc par sa mère américaine, et qu'en fait il est beaucoup moins atteint. Il n'a pas cette histoire en partage, cette histoire des Afro-Américains en partage, et c'est ce qui lui donne cette force qui lui a permis de finalement devenir le premier président noir des États-Unis. Donc je trouvais que ça illustre ce que tu disais. Et une anecdote, c'est effectivement, Lilian, j'ai eu l'occasion avec Lionel Gauthier de les inviter quand j'habite en Équateur avec la Fondation. On a fait un programme formidable, notamment à l'Alliance française de Quito. Et pour l'anecdote, ils avaient ramené des livres, Mes étoiles, dans les valises. Et à l'aéroport, en fait, je les attendais et ils sortaient jamais. Donc j'interroge des gens, des passagers qui sortaient de là, et je demande à quelqu'un, je dis, par hasard, vous n'avez pas vu Lilian Thuram à l'intérieur? Et le type me dit, Lilian Thuram, le champion du monde? Oui. Alors je dis, est-ce que vous l'avez vu à l'intérieur? Il me dit, pas du tout. Par contre, il y a un grand noir qui a une embrouille avec des livres. Alors, la dernière question. C'est ça, Flore? Oui? Confirmé. Alors, dernière. Merci. Je m'appelle Joseph Léandre. Je suis journaliste, écrivain et haïtien. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer, Lilian Thuram, et aussi Alain, qui vient du Congo-Brazzaville, qui est un pays que bientôt je vais découvrir. En fait, je suis entré en France la dernière fois en 2015, et au final, je me suis rendu compte que je suis noir à chaque fois que je suis en France. Et, ça m'a poussé à écrire une année plus tard, j'ai voulu être traité comme un blanc. Par rapport au regard, par exemple, et à certains traitements. Donc, il y a une histoire antérieure par rapport à mon éducation. J'ai été formé chez les frères de l'instruction chrétienne. Tous mes professeurs ont toujours été blancs. Et avec une éducation chrétienne, avec un Dieu blanc, un vieux blanc avec des cheveux gris, tout ça. Donc, on a fini, quand on était enfant, à intérioriser que la connaissance, elle est blanche. L'excellence, elle est blanche, et tout ce qui est beau, elle est blanc. Voilà. Donc, quand j'ai grandi, et à l'Université d'État d'Haïti, c'est à ce moment-là, et la première fois que j'ai commencé à avoir des professeurs essentiellement noirs, avec des supérieurs de mes professeurs qui sont noirs. Donc, c'était un peu bizarre. Et de mes formations ici en France, je suis retourné à ce même schéma. En fait, c'est ce qui est raconté dans mon expérience quand j'ai dit que j'ai voulu être traité comme un blanc par rapport à moi qui suis noir. Et c'est comme une plaque de verre qui est sur ma tête. Et malgré tous les efforts que je fais, il y a toujours quelque chose qu'on m'exige pour avoir les mêmes valeurs et atteindre le même niveau qu'un blanc.
Donc là, dans vos derniers propos, vous avez dit que ça va changer. Je me rappelle, la semaine dernière, j'ai entendu 2 petites filles blanches discuter entre elles de la petite sirène noire. Qu'est-ce que cela vous dit? Par exemple, il y a aujourd'hui des mannequins noirs qui sont considérés comme des références de beauté. Donc, d'après vous, qu'est-ce que cela vous dit? Est-ce qu'on est vraiment dans un schéma où on peut s'appuyer sur ces avancements, entre guillemets, pour dire que quelque part, ça va changer? Et vous aussi, avec vos livres, et les parents qui vont éduquer leurs enfants par rapport à la couleur de peau, comment est-ce qu'on prévoit ce changement-là? D'après vous, Lilian Thuram, et aussi, et aussi Alain, c'est à vous deux, bien entendu. À vous deux. Bon, on est parti pour une thèse, là. Mais... Mon frère haïtien, là, vous m'avez donné un avocat difficile à dépêcher, parce que je ne sais pas par quel bout commencer. Les critères de la beauté. Je pense que c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui de pouvoir imposer le modèle de la femme simplement de telle race comme étant le modèle de la beauté. Parce que de plus en plus, comme je l'ai dit, nous sommes dans une civilisation de la rencontre, nous sommes dans une civilisation où beaucoup de choses se sont mélangées et que ce qui peut être considéré comme critère de beauté ici ne l'est peut-être pas forcément au Congo-Brazzaville, vous savez, ou en Haïti. Dans ce sens, je ne pense pas que le grand problème aujourd'hui de ces communautés noires, de ces Africains, de ceux qui sont des origines africaines, leur grand problème, c'est d'imposer un quelconque modèle. On sait déjà que les plus grands couturiers, que les plus grands stylistes du monde ont eu pour des égéries des femmes qui étaient noires, latinos, etc., etc. Qu'on passe par aujourd'hui, ils vont tous du côté du sud du Soudan pour rechercher ces femmes dont ils estiment que la beauté, désormais, ce n'est plus être un noir clair, mais très, très foncé dans ce sens. Ça, c'est la définition que se fait l'Occident, parce qu'ils ont une idée de cette couleur. Mais maintenant, c'est à nous aussi de voir si dans la demande du public ou dans la demande de ces couturiers, de ces stylistes, il n'y a pas une certaine exotisation même de la beauté ou de la mode. Ou alors il n'y aurait pas aussi en souterrain un problème, un questionnement de l'appropriation culturelle, des éléments des cultures. Et enfin, sur Haïti, tout ce que vous avez raconté est vrai, mais aussi il faut reconnaître que vous ne devriez pas être étonné sur la question de la couleur en Haïti. Haïti est peut-être le seul pays au monde qui avait créé une constitution en décrétant que tous ceux qui habitent dans le pays, ils sont noirs, y compris les blancs. Donc, c'était la seule constitution dans laquelle l'article 1er disait, voilà, vous êtes là, vous êtes des noirs. Donc, du coup, les blancs qui étaient là, dans leur truc, c'était, voilà, race noire. Donc, ils étaient blancs en réalité, puisque vous avez reçu beaucoup de gens pendant l'époque de l'occupation, les Polonais, donc ça a donné une myriade. Et en dehors de cela, c'est un des pays qui a le plus combattu pour l'existence même des gens de notre couleur. Vous avez les Dessalines, vous avez, je ne sais pas, la première République noire, vous avez toute cette tradition, vous avez même commencé la négritude où les lettres haïtiennes sont antérieures même à la littérature africaine. Voilà. Lilian, et après, c'est dédicace. Fini. Alors, je vais vous montrer une carte. Dans l'autre sens, dans l'autre sens.
C'est bon? Comme ça, non? Non? Ouais. Non, l'autre sens. Voilà. C'est ça, non? Comment ça, non? Mais si. Ah, c'est à l'envers. Encore. Là, oui. Oui, c'est là. Mais ils ont mal écrit la carte normale. Ah bon? Alors, cette carte est fantastique. Cette carte est incroyable parce qu'en fait, cette carte marche à chaque fois. En fait, si vous voulez, alors, lorsque vous voyez cette carte, en fait, vous n'avez pas l'habitude de voir cette carte comme ça, le monde comme ça. Ce qui est très intéressant, c'est une question de point de vue. C'est une question de point de vue. En fait, vous avez été éduqués, nous avons été éduqués à voir le monde dans un autre sens. On a oublié qu'en fait, que la Terre, c'est comme un ballon de foot, on ne peut pas dire que c'est à l'envers. Et sur les cartes traditionnelles que vous connaissez, l'Europe est au centre. L'Europe est agrandie. Sur les cartes traditionnelles, ce n'est pas les vraies proportions selon les continents. Sur cette carte, il y a les vraies proportions selon les continents. Donc on voit que l'Afrique est le continent le plus grand. Sur les cartes traditionnelles, l'Afrique est rétrécie. La Russie paraît plus grande que l'Afrique. L'Amérique du Nord est agrandie sur les cartes traditionnelles. L'Amérique du Sud est rétrécie. En fait, tout est une question de point de vue. Et en fait, pour répondre à votre question, monsieur, pourquoi les choses changent? Parce que je pense qu'aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui ont compris la complexité du regard. Ils sont en capacité de regarder les choses d'un autre point. Et les personnes qui, avant, étaient vraiment victimes du racisme, on leur demandait d'adopter un point de vue, de ressembler à une norme. En fait, ces gens-là ont compris qu'ils pouvaient être eux-mêmes. Eux-mêmes. C'est ça le plus important dans la vie. Être soi-même. Et à partir du moment où vous êtes vous-même et que vous apportez un autre point de vue, l'autre sera obligé d'adopter cet autre point de vue. Et si on réfléchit tous ensemble et que nous prenons conscience qu'il y a plusieurs points de vue différents, alors nous allons grandir ensemble de façon plus intelligente. Mais la première des choses, c'est être soi-même. OK, mademoiselle? Être soi-même. OK? Ça va pour la conclusion? Être soi-même? C'est une belle conclusion. Je ne vais pas renverser la carte encore. Hein. Bon, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci.